mais il y a l'art optique et l'art cinétique. Ça, c'est le texte que vous avez dans la communauté française. Vous avez deux textes, deux définitions. La communauté française le fait en deux fois, elle fait l'art cinétique et l'art optique, et l'autre les met ensemble. En tout cas, ce qui concerne l'art cinétique, on place ça dans les années 50, donc 54, pour désigner des recherches basées sur l'introduction du mouvement, qui sont obtenues par l'intervention physique du spectateur, par celle d'un élément naturel ou d'un moteur. Donc, quand on parle d'art cinétique, c'est mouvant, c'est en action. D'accord. Au sein des arts plastiques, alors que le thème du mouvement se retrouve depuis longtemps dans la peinture et préoccupe tant les cubistes que les futuristes, l'art cinétique rassemble en réalité un ensemble de démarches distinctes. Certaines œuvres demeurent frontales, comme Yakov, Agam, Franck Malina. D'autres constituent des jeux de volumes animés, comme Paul Goury, Takis et Jean-Philippe Gueluy. Les recherches les plus poussées incluent la présence physique du spectateur, donc il y a une participation. Alors, le gars, c'est une autre recherche. Alors, on va le voir. Ou des multiples effets dans des miroirs, créant de véritables environnements, de la Chapelle. Et tous poursuivent à travers des démarches diverses et même but, puis d'insérer le mouvement dans la sculpture ou la peinture. Jusqu'alors, essentiellement, statique. L'art cinétique introduit en même temps que le mouvement la notion du temps dans l'œuvre, qui dès lors devient changeante. Science et technologie jouent souvent un rôle majeur dans les recherches cinétiques. De plus, le mouvement constitue une nouveauté importante en ce qu'il permet à l'œuvre de se recréer à l'infini. En 1955 à Paris, la galerie Denise René présentera dans une exposition 8 artistes qui seront par la suite toujours associés au mouvement. Lakoff, Agam, Paul Goury, Calder, Marcel Duchamp, Arne Jacobson, Soto, Jean Tinguely et Victor Vasarely. Et on appelle ça Op Art, comme art optique. Op Art était considéré comme la variante anglaise. Chez les Anglais, il y a le nom de Bridget Steele et américaine, Joseph Albers. Et autre nous sont dit, était un Belge, il a peut-être émigré aux États-Unis, mais enfin, de l'art cinétique. Voilà. Alors, l'abstraction géométrique, c'était qui encore? L'abstraction géométrique? Francis Bacon, non, ça c'est pas de l'abstraction géométrique, c'est quoi alors? Kandinsky, Mondrian. Kandinsky, oui, Mondrian non. Mondrian non plus. Malevich. Qu'est-ce que j'ai demandé? Géométrique. Géométrique. Alors, géométrique, Mondrian c'était juste, pardon. Malevich. Malevich, d'accord aussi. Mais Kandinsky, c'est géométrique, ça? Non, C'est lyrique. Je le vois hausse. Ah ouais, c'est abstrait. Oui, mais on ne disait pas lyrique, on disait comment? Géométrique. Lyrique. Lyrique. Non seulement ces tenants vraiment poursuivi leur carrière soutenue notamment en Paris par elle, mais encore elle a donné naissance à des expressions emparentés ou bien des variantes. Ce qu'on appellera l'art optique n'est d'ailleurs dans l'évolution d'un art très géométrique. Alors là, il y a un nom incontournable, c'est celui de Victor Vasarely. Et ce dernier expose régulièrement à partir de 1944 son audience pour ses guerres affirmée que vers la fin des années 60. Et l'exposition Le Mouvement de 1955 tentait à le présenter comme le père de l'art optique, aussi bien que du cinétisme. Dès 1948 environ, il en était venu à composer à partir de structures géométriques simples, d'ambiguïté de perspective, de répétition de motifs. La rigueur mathématique de ces créations ramène à prôner l'édition des multiples, c'est-à-dire l'édition d'œuvres dont la structure est suffisamment précise pour être produite mécaniquement sans trahison. Vous comprenez ce que ça veut dire? Si votre dessin est tellement suffisamment net, vous pouvez le reproduire mécaniquement sans qu'on ait l'impression qu'il s'agit de comment dire, de faux, voilà. Au sein de des étudiants, lorsqu'il y avait une exposition au musée d'Uxelles, j'ai laissé la terre pour vous rappeler que vous pouvez toujours passer au musée d'Uxelles. Ils ont toujours de belles expositions. Un beau petit musée qui est pas loin de la place Pagès. Les pionniers de l'art abstrait qui ont une intuition des développements futurs visant à traduire le mouvement et à utiliser la lumière dans l'art. Avant 14, Kupka représente le déplacement des formes dans l'espace du tableau, suggérant le rythme et le mouvement à partir des travaux du physiologiste Marais. Vous vous rappelez Marais que vous avez montré, celui qui faisait des photos
des oiseaux en vol pour essayer de photographier, etc. Marais, où est-ce que je suis? Delaunay, traduit la lumière. Delaunay, vous vous rappelez leur fils, Ouais. traduit la lumière en s'inspirant des travaux du physicien Chevreuil, le cercle avec toutes les couleurs pures, hein. Au moyen de cercles chromatiques, il assimile à l'image du soleil. Balla, vous vous rappelez ce que c'était? Giacomo Balla. Déjà rien que le son. Bah oui, c'est terrible. Montre la gradation de l'intensité lumineuse avec des formes prismatiques colorées. Gabo, vous vous rappelez que c'était celui-là? Constructivisme. Crée un volume virtuel au moyen d'une simple tige vibrante. Duchamp, dans son tableau de 1912 intitulé Nu descendant un escalier, et Duchamp, on l'avait croisé où déjà lui? Le riz noir. C'est Le plus noir. Avec le riz noir que... Ah, le noir, oui. Je comprenais R-I-Z. Donc c'était Dada. Hein. Avec son tableau de 1912 intitulé Les nus descendant un escalier, introduit le mouvement réel dans la création artistique à l'aide d'une machine. L'expression du mouvement et la dématérialisation de l'art, le primat porté à la vision, ont trouvé tout de suite leur médium avec le cinématographe, comme le montrent les films abstraits réalisés à Berlin et dans le cadre du Bauhaus à Weimar. Dès 1930, Calder produit ses premières sculptures abstraites et animées par le déplacement de l'air. Donc, un autre nom incontournable pour pop art, c'est Calder. Ce sont les œuvres de ces artistes précurseurs qui ont permis à l'art lumino-cinétique de se définir et de se développer. Les pionniers, voilà, Vasarely. Donc, en psychologie aussi, les psychologues s'interrogeaient sur qu'est-ce qu'on voit vraiment avec les... Est-ce que tu vois les mêmes couleurs que moi? Et puis il y a tous ces effets d'optique, vous savez bien. On peut mettre... Ces deux cercles peuvent avoir la même comment dire, grandeur, et l'un semblait tout petit et l'autre semblait grand parce que le fond, la couleur du fond est différente. Et donc on se rend compte qu'en réalité, c'est notre cerveau qui redresse tout ça et qui retraduit tout ça, mais que notre cerveau avec des trompe-l'œil d'ailleurs. Donc, mais des trompe-l'œil abstraits, si vous voulez, ça existe aussi. Son œuvre s'inscrit dans une grande cohérence de l'évolution de son art graphique jusqu'à sa détermination pour promouvoir un art social accessible à tous. Ils ont tous aussi comme objectif l'idée de pouvoir démocratiser l'art. En 1929, il entre au Boilly, connu comme étant l'école du Bauhaus de Budapest. Cette école, créée par Alexandre Bortnicki sur le modèle du Bauhaus de Dessau, comprenait les enseignements dispensés en Allemagne par les artistes comme Gropius, Kandinsky, Bourgli, Joseph Albert. L'influence de l'enseignement du Bauhaus sera considérable dans l'œuvre de Vasarely. En effet, durant cette période, il s'initie aux tendances du constructivisme et découvre l'art abstrait. C'est alors qu'il réalise ses fameuses études bleues et études vertes, et qu'il adhère également aux théories visant à promouvoir un art moins individualiste, plus communautaire, un art adapté aux mutations du monde moderne et du monde de l'industrie. Entre 1935 et 1947, il redécouvre la peinture. Durant cette période, il appellera ses fausses routes, influencées par les mouvements picturaux de l'époque et en particulier par la peinture cubiste ou surréaliste. Vasarely s'oriente vers les natures mortes, les paysages, les portraits. Les œuvres réalisées à cette période de portraits d'aveugle et que figuratifs sont le reflet d'une évolution vers une simplification et une schématisation de l'objet. Voilà un magnifique exemple. Les zèbres de 1938. Voilà, c'est un des tout premiers travaux dans le style de Op art. Donc, il pose les fondements esthétiques de sa recherche plastique et le répertoire de base de sa période cinétique abstraite en plan. Il exploite tous les thèmes qui seront repris plus tard, le travail sur la ligne, les effets de matière, les jeux d'ombre et de lumière, et développe déjà un certain goût pour la perspective. On retrouve ces questions dans ses études graphiques en deux niveaux, tels les zèbres, où les formes ne sont pas définies par un trait, mais se régissent de réseaux déformés ou de contrastes juxtaposés. Ça va, vous voyez bien? Ça, c'est vraiment un bon exemple. Hein? On est tous d'accord. Et qui suit là? C'est quoi comme mouvement? Le op art.
aussi, on a un bel exemple où les traits, c'est pas des traits qui font un dessin, mais c'est des formes qui surgissent de contrastes qui sont juste pas possibles. Il a 39 ans, en 47, il expose au Salon des réalités nouvelles qui venait d'être créé et pour lequel il va rester fidèle. Il privilégie les formes biomorphiques, donc les formes plutôt de la biologie, on dit ça comme ça. Et les contours nets, les aplats, un espace à 2 dimensions et un petit nombre de couleurs. Dans sa première période intitulée Belle Île, dont est issu le tableau Tampico de la période d'exposition, il abandonne la touche et les effets de matière et met au point sa technique imprécise et impersonnelle. Précise. Ça, c'est très clair. Donc, une touche, on la voit, sa touche, on voit son geste et tout ça. Non, rien à voir avec Pollock, qui cherche le hasard. En plus, c'est précis, mais comment dire, impersonnel. La technique, il n'y a pas des effets de matière. Voilà. Vasarely, ouais, ça, c'est un tableau abstrait, donc j'aurais pu la mettre dans la bande ce que je vous ai montré à la suite, quand on a montré les années 30 et 40. On a ici des formes plus biologiques, plus souples, étendues, complétées, de combinaisons colorées, raffinées. Et ensuite, mais en réalité, les choses sont quasiment simultanées, ils se recoupent les unes les autres. Les périodes dites corps de cristal et sa ferme sont aussi davantage fondées sur les verticales, les horizontales, les obliques. Et il va tout essayer à 45 degrés, les surfaces bien délimitées, les couleurs amenées à une dominante et à des variations, une facture neutre et une surface mate. Vasarely affirme en partie celui de la verticalité du plan assimilé au mur, la verticalité de la composition. Ces œuvres s'imposent par leur équilibre, leur clarté, leur monumentalité. Alors en 1953, on a un autre nom dans l'évolution de son travail. On a des formes qui sont simplifiées aussi, avec un arrangement qui est toujours aussi rigoureux. Et les couleurs sont réduites au blanc, au noir, au gris. Et la composition est ramenée à un rapport entre des figures géométriques qui se répondent. Et des contrastes entre le noir et le blanc qui vont consacrer Vasarely comme le précurseur de l'art cinétique. Vous voyez qu'avec quand on a des surfaces comme ça, on a l'impression que ça bouge. Hein? Voilà, donc ça, c'est une œuvre qui annonce l'art cinétique. Et alors, il a un musée, une fondation à Aix-en-Provence, et puis 2 musées à Pec et à Budapest, avec des donations inaliénables. Et donc à Pec, il y a aussi des œuvres d'autres artistes, mais de sa collection. Il avait acheté des œuvres de Soto, de Morollet, de Ivaral et de Claire Vasarely. Apparemment, il travaillait aussi avec madame. Voilà, vous voyez ce genre d'effet d'optique, hein? Est-ce que c'est 3D? Est-ce que c'est 2D? Ça me rappelle moi. Donc il y a art optique et art cinétique. Cinétique, c'est quand un mobile. Ça bouge, c'est un moteur. Art optique, c'est des effets d'optique. Alors, ils ont donc réalisé un manifeste, hein, ils ont presque tous fait des textes qui accompagnent leur statut. Manifeste jaune en 1955, ils disent la forme et la couleur ne font pas. La couleur n'est qualité qu'une fois délimitée en forme. 2 formes couleurs nécessairement contrastées constituent l'unité plastique, donc l'unité de création. Voilà. On démarre avec une unité, 2 formes avec des couleurs. Autour de Vasarely, on trouve en France des artistes comme Agam, né en 1928, qui eut l'honneur d'une commande d'un salon pour l'Élysée par Georges Pompidou. Donc Georges Pompidou, le président de la République française après 68, quand ils ont viré de Gaulle, ils ont élu Pompidou, je crois. Et là, Pompidou, il adorait les artistes contemporains. Et pour l'Élysée, il a fait un salon absolument impressionnant. Là, l'art optique, je ne sais pas vous montrer, c'est vous qui devez aller le voir en vrai. Parce que c'est tous des effets physiques sur vous quand vous vous promenez. Vous
voyez ça, vous faites un pas, ça change, un autre pas, ça change, ça bouge tout le temps. Ça, je ne sais pas vous montrer ça. Donc, le salon pour l'Élysée, ça a eu beaucoup de succès. Il était persuadé qu'il n'y a personne qui ose débouger à une œuvre pareille. Je crois que c'est la première qu'ils ont vivée, mais bon. Et puis à Beaubourg, il y en a encore. Et d'ailleurs, je pense qu'il va y avoir une grande exposition pour les 40 ans de Beaubourg, où il y aura sûrement ce salon-là de l'Élysée, j'espère. Il joue avec brio dans la fragmentation en dents de scie des surfaces picturales, qui permettent de faire varier la vision selon la position du spectateur, et ou en fonction de son déplacement devant l'œuvre. C'est ce que je vous disais. Donc, selon votre position face à l'œuvre, vous allez voir un angle différent, une lumière différente, couleurs différentes, et ça va jouer avec vous. Le spectateur entre en jeu dans la peinture. Il est partie prenante à 100%. D'accord? Vous comprenez ce que je dis? Okay. François Morellet, voilà, ça c'est un autre nom, se situe dans une perspective plus rigoureuse et construit des trames à partir de calculs mathématiques, inaugurant des positions proches de l'art conceptuel, comme son émule américain Sol Lewitt. Sol Lewitt, c'est lui qui a fait le hall d'entrée du théâtre de la Monnaie ici à Bruxelles. Le marbre par terre, le sol. Voilà le manifeste jaune, note pour un manifeste de 55. Voilà, Agam, Bury, Kader, Duchamp, Jacobsen, Soto, Tinguely et Vasarely. Vasarely, je viens de vous montrer. Tinguely, vous allez voir, on verra plus tard. Ça, c'est un doudin absolument magnifique. Il fait des immenses machines qui servent à, je ne sais pas. Il a fait une immense machine grande comme la pièce ici pour envoyer à partir d'une petite cuillère à café à sucre dans une tasse de café. Soto, Jacobsen, Marcel Duchamp avait déjà croisé du temps de Dada, Cadet, on va aller voir. On va voir un petit peu ce que c'est que ce grave groupe de recherche d'art visuel. Donc, ils veulent écarter toute connotation égocentrique. Vous voyez, il y a toujours dans tous ces mouvements une espèce de dimension pour les autres,